Bienvenue au Musée d'Art Moderne de Paris. Nous vous proposons une visite en ligne de l'exposition Victor Bronner, Je suis le rêve, je suis l'inspiration, que je mènerai avec mes deux commissaires, Jeanne Brun et Camille Morando. Suivez-nous. Alors, notre exposition s'ouvre avec ce prêt exceptionnel du fonds de la dotation de Jean-Jacques Lebel, ce grand tableau qui s'appelle Cérémonie et que Victor Bronner peint à Paris en mai 1947. C'est un des plus grands formats dans la production de Victor Bronner. Et Victor Bronner choisit au départ un fait divers, à savoir la révolte de jeunes filles incarcérées à la prison de Fresnes en mai 1947. Et de cet épisode contemporain, il transpose finalement un rituel universel que l'on voit ici, rituel universel de la révolte, de la liberté et de l'amour. Alors il choisit ici de nous montrer deux personnages qui semblent s'affronter, deux figures totémiques plutôt, un personnage masculin qui serait la caricature d'un ordre, ou peut-être le double du peintre, un personnage masculin qui est constitué, comme on le voit, par des représentations animales et qui tient une bougie comme une arme, et de l'autre, une figure féminine, sensuelle, la révolte de la liberté et de l'amour, couronnée d'un croissant de lune, et qui tient à la main une coupe victorieuse. Pour ritualiser aussi ce face-à-face, Bronner met entre ces deux figures un soleil à tête de mort, qui rappelle la pierre du soleil de la cosmogonie aztèque. Alors, pour ritualiser aussi cet épisode contemporain et pour le rendre universel, Bronner entoure sa composition d'une guirlande de cercles qui rappelle l'écriture bouletée des amulettes hébraïques. Et cette guirlande, comme on le voit, est tenue par chacun des personnages, comme s'ils pouvaient finalement faire tourner ou intervertir la disposition. Alors, ce grand tableau est exposé pour la première fois dans l'exposition internationale de surréalisme en 1947 et il montre très bien les motivations du surréalisme pour l'art et qui sont toujours chez Bronner en faveur de la liberté. Comment un petit tableau comme celui-ci, 16 cm sur 22, a eu une importance aussi considérable dans la vie de l'artiste? C'est un petit autoportrait de facture très classique, mais pour le rendre un peu plus original, l'artiste a eu l'idée, un peu saugrenue, vous me direz, de se peindre avec un œil pendant et nucléé. Ce que ne savait pas l'artiste en 1931, c'est qu'en 1938, lors d'une bagarre avec deux autres amis surréalistes qu'il va essayer de séparer, il va recevoir un bout de verre qui va effectivement, à ce moment-là, le rendre borgne définitivement. Exactement cette blessure que nous voyons ici. Et ça va tourmenter l'artiste, à tel point qu'il en fera une sorte de document, de témoignage qu'il savait prévoir l'avenir. Et il va devenir très vite, auprès de ses collègues surréalistes, un peintre voyant, celui qui arrive à voir ce qui va se produire. Il va expliquer toutes ses œuvres précédentes à l'accident où il y a des yeux crevés ou des yeux qui sont tout seuls dans des paysages comme des signes avant-coureurs de cet accident. Et c'est pour lui quelque chose de tout à fait majeur et on le comprend tout à fait puisque sa vie va être un peu transformée à la lecture de ce petit tableau. Nous sommes ici au début des années 30. Lors de son second séjour à Paris, Victor Bronner a rencontré André Breton à la fin de l'année 1933 et commence à participer aux activités surréalistes. Mais ce qui préoccupe vraiment Victor Bronner au début des années 30, c'est le climat politique délétère qui règne en Europe. Et il est inquiet de la montée en puissance des fascismes, il est inquiet évidemment de l'accession au pouvoir d'Hitler, mais plus généralement, il est obsédé par l'idée de la dénonciation de la figure de l'oppresseur.
Cette figure de l'oppresseur, elle a en réalité plusieurs visages, c'est celle du père, et on n'oublie pas que Victor Bronner a participé pour la première fois à une publication collective du groupe surréaliste pour la défense de Violette Nozière, cette célèbre parricide. C'est aussi la figure du militaire, la figure du bourgeois, la figure du dictateur, évidemment, qu'on retrouve abondamment dans l'œuvre de Bronner. En fait, l'oppression a tellement de visages que Victor Bronner décide de créer un archétype, d'inventer un archétype pour la dénoncer. C'est une sorte d'ubu contemporain qu'on a ici, avec son ventre proéminent et sa figure contente, replète, auquel il donne le nom de Monsieur K. Et cette toile, d'un format exceptionnel pour les années 30 pour Victor Bronner, puisqu'elle fait près de 3 mètres de long, il l'intitule « Force de concentration de Monsieur K ». On retrouve bien ce personnage caractéristique avec à droite le tranquille mangeur de champignons, à gauche le sanguinaire mangeur d'enfants, mais au fond, à travers cette polarité, le blanc, le noir, le bon, le mauvais, Victor Bronner nous montre que la figure de l'autoritarisme, de l'oppression, de la tyrannie est en réalité partout dans notre société. Alors cet assemblage, portrait de Novalis, est considéré par l'artiste comme un objet de contre-envoûtement qui va le protéger de la France occupée et des nazis, et qu'il va être contraint pendant la guerre à la clandestinité à partir d'avril 1942. Il va se cacher au Cellier des Roussets dans les Hautes-Alpes, et malgré la pénurie, un dénuement extrême, tant relationnel que matériel, il va énormément créer. Et parmi ses très nombreuses créations, peintures, dessins, il va également créer des petits objets qu'il appelle des objets conjuratoires pour le protéger du mauvais sort, et dont ce portrait de Novalis où Bronner assemble les matériaux qui l'entourent et des matériaux qu'il détourne pour leur donner un pouvoir apotropaïque pour conjurer le mauvais sort. Il assemble donc des matériaux qui l'entourent dans une petite boîte de petit format, comme on le voit, qu'il va recouvrir d'une vitre, et ici il se met sous la protection de Novalis, l'écrivain romantique allemand avec lequel Bronner partage la mélancolie et qu'il avait découvert notamment avec les surréalistes en 1941 à Marseille. Dans cette petite boîte vitrée qui rappelle aussi la pratique de l'art populaire, de présenter et d'associer des doctrines occultes, érudites, comme la Kabbale, Bronner ici se place sous la protection de Novalis, en modelant un portrait imaginaire du poète allemand, en plâtre, comme on le voit. Cette petite boule de plâtre, le portrait imaginaire, est auréolé d'une plaque de cuivre et surmonté d'une forme découpée blanche qui est le signe kabbalistique de la lune. Et Bronner souhaite aussi mettre en avant et convoquer la puissance de la poésie, qui est pour lui la meilleure des protections pendant la guerre, et il va recopier dans cette petite boîte un vers de Hymne à la nuit, le recueil de poèmes de Novalis. Alors cet objet très particulier, d'ailleurs il y en a 4 qui nous sont parvenus, resteront toute la vie de Bronner dans son atelier comme un talisman, et au-delà finalement de toutes les références érudites, on voit ici, comme dans les autres, comme dans l'image du réel incréé, que Bronner aussi finalement nous présente de véritables inventions plastiques. Congloméros, conglomérat, éros, c'est la contraction de ces deux mots, mais c'est aussi une créature hybride, composée de 2 corps d'hommes, d'un corps central de femme, avec une multitude de bras, et rattaché à une tête unique avec 2 gros yeux globuleux. C'est tiré d'un dessin qu'il fait en 1941 dans une petite bourgade de Saint-Filiu d'Amont, dans les Pyrénées-Orientales, où il est réfugié en attente de son visa pour les États-Unis. Il est assez inquiet, c'est la guerre, c'est un juif, et lors d'une nuit un peu en transe, il va extirper de lui-même cette créature, un peu par l'imagination bien entendu, et il va lui donner donc une date de naissance, un lieu de naissance, une circonstance, la nuit, et une façon tout à fait
original de le faire vivre après, puisque pendant les 3 mois de l'été 1941, il va la faire vivre sur un petit carnet d'écolier et avec une multitude de dessins en multipliant les hybridations hommes, plantes, femmes, animales, un peu dans le même état d'esprit que cette sculpture. Mais en 1945, du dessin primordial, il va créer cette sculpture en plâtre blanc avec son ami Michel Hertz qui va l'aider à la réaliser. Il décide de lui donner une taille, dimension humaine, et tout de suite, et on a vraiment l'impression que le but de Bronner, c'est de lui donner vie, c'est de faire de sa créature, qui était créature de l'imagination, une créature qui peut prendre vie. Nous sommes tout à fait dans cette époque-là, dans une période où Bronner s'intéresse à la Kabbale, à l'occultisme, aux sciences occultes, et il est fort probable qu'il a été inspiré par Frankenstein et Mary Shelley, son roman gothique. Il est aussi sans doute aussi intéressé par le golem, une tradition de la Kabbale juive. En tous les cas, cette œuvre-là est vraiment importante. Il y en fera très peu de sculptures, 4 à peu près, qui vont avoir une importance particulière au sortir de la guerre. Au sortir de la guerre, Victor Bronner est impatient de retrouver Paris et le cercle surréaliste, impatient aussi de retrouver son ami André Breton avec lequel il a correspondu pendant la guerre. Dès que la guerre est terminée, il revient à Paris, retrouve un atelier et retrouve le groupe surréaliste avec lequel il va participer à des expositions importantes, et notamment l'exposition de 1947, la fameuse exposition internationale Le surréalisme en 1947. Ce qui est intéressant avec la série des portraits symboliques dont le surréaliste fait partie, c'est en réalité une position paradoxale dans l'œuvre de Bronner, puisque nous sommes après la guerre. Il a donc, pendant le temps de la guerre, expérimenté de nouvelles possibilités plastiques avec la cire, avec la sculpture, et il revient en 1947 pour cette série de tableaux à une figuration beaucoup plus traditionnelle, presque classique, presque illusionniste, qui va lui servir en réalité à mettre en avant, en contrepoint en quelque sorte, toutes ces recherches, la densité de ces recherches ésotériques. Et on voit bien avec le surréaliste, cet autoportrait en réalité de Bronner, en magicien, en alchimiste, qu'il utilise un registre de référence extrêmement varié et extrêmement large, à la fois la Kabbale, on reconnaît le signe de l'Aleph qui coiffe le personnage principal, à la fois évidemment le tarot de Marseille, puisqu'ici la figure représentée fait penser au premier arcane du tarot de Marseille, le battleur, qui est dit aussi le magicien ou l'alchimiste. Et cette figure de l'alchimiste, c'est pour Bronner la figure de l'artiste lui-même, du poète, et donc de lui-même, puisque c'est la figure du créateur, de celui qui a la capacité de transformer l'énergie cosmique, les différents éléments qui sont représentés ici avec la coupe, l'épée, les deniers notamment, en une œuvre tangible qui est donnée au reste du monde. Et on a ici la matérialisation finalement de la quête de toute une vie pour Victor Bronner, celle de donner sens, de donner forme et sens au mystère du monde. Alors, Tableau à 4 pattes est une des toutes dernières œuvres du peintre. Bronner, depuis le début des années 60, schématise les formes et avec, tels des papiers découpés, finalement, les personnages, les humains ou les animaux tendent à revenir à une expression tout à fait primitive qu'on retrouve ici. Et pendant toute l'année 1965, date de ce tableau à 4 pattes, pendant toute l'année 1965, Bronner travaille dans son atelier près de Varengeville, en Normandie, à un grand ensemble de 14 tableaux qui est composé de 2 séries distinctes, la série des mythologies, composée de 9 œuvres, et la série des Fêtes des Mers, faite de 4 œuvres, et auquel s'ajoute une œuvre quelque peu isolée, Le bel animal moderne, d'ailleurs, qui termine notre exposition.
Et cet ensemble de 14 tableaux va être présenté à partir du 12 janvier 1966 à Paris, dans la galerie d'Alexandre Iolas, le marchand de Bronner. Et cette exposition, c'est Bronner lui-même qui va imaginer le plan de l'exposition et le plan de l'accrochage. Alors, Tableau à quatre pattes fait, lui, partie de la série des mythologies et présente, comme vous le voyez ici, la rencontre de 4 entités morphologiques, des têtes ou des synthèses corporelles, où s'invite un oiseau, un poisson, des éléments végétaux, avec des couleurs comme ça très mates et posées en aplat. Et finalement, on a l'impression que la schématisation des corps ici participe aussi à une composition de figures qui semble se déplier. Ce tableau, dans l'exposition et dans l'accrochage de Bronner en 1966, était présenté sur le premier mur de l'exposition. Et ce tableau, à 4 pattes, était entouré de 4 tableaux qui étaient associés aux 4 éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Ce tableau, comme les autres tableaux de ce grand ensemble, Mythologie ou Fête des mers, est encadré par un cadre en bois, comme vous le voyez. Et ce cadre a toute son importance parce qu'il est fabriqué par Bronner lui-même et il fait partie intégrante de l'œuvre. Bronner, en plus, joue avec ce cadre sur la peinture ou la sculpture, fait aussi appel au totem, au jeu d'enfants. Et on voit ici que le cadre dialogue également avec l'image représentée. Et on voit ici, avec ce tableau particulièrement, que le cadre en bois, en plus, poursuit, avec ses 4 pattes en bas, finalement, l'espace de l'univers inventé. Dans cette dernière salle, dont ce tableau à 4 pattes nous permet de voir finalement l'ultime ensemble de Victor Bronner, qui célèbre de manière incroyable tout un monde fantasmagorique, un monde merveilleux, où finalement il renouvelle à nouveau, de manière synthétique, primitive, les formes, les sujets, les structures comme les cadres, et tout en convoquant toujours un bestiaire enchanté, et également les mystères ludiques et magiques de l'inconscient.